Salut à vous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Jams, le podcast qui parle Amazon, e-commerce et entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'accueille sur le podcast Ludovic Joly. Plutôt, je réaccueille Ludovic puisqu'il était déjà venu au mois de juillet pour un premier épisode dans lequel on avait parlé avec comment trouver une idée de produit à vendre sur Amazon. Et à la fin de cet épisode, on en était au point où on a trouvé son idée de produit et on doit passer à l'étape suivante qui est celle du sourcing, qui est celle d'aller trouver un fournisseur avec qui concrétiser cette idée et pour derrière pouvoir lancer le produit sur Amazon. Donc c'est le thème de l'épisode aujourd'hui. On va parler de tout ce qui touche à la partie fournisseur. Comment est-ce qu'on passe d'une idée de produit à un produit en vente sur Amazon. Ludovic est le fondateur d'AmazUp et avec AmazUp, il aide les vendeurs Amazon à mieux sourcer, à trouver des bons fournisseurs, à éviter d'une manière générale à se prendre les pieds dans le tapis et à se planter parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait au niveau de la supply chain. Donc si vous cherchez de l'aide par rapport à toutes les questions de sourcing, d'achat, de logistique, contactez Ludovic et il pourra vous aider. Juste avant de lancer l'interview, si vous me découvrez avec ce podcast, je m'appelle Sylvain Boutry, je suis vendeur sur Amazon FBA depuis maintenant 5 ans et fondateur de Jams. Chez Jams, on vous propose du conseil pour mieux performer sur Amazon. Vous trouverez plus d'infos sur le site de Jams à l'adresse suivante, jams.fr et ça s'appelle jamz.fr. Allez, ceci étant dit, on lance l'épisode. Je vous souhaite une excellente écoute de ma conversation avec Ludovic Joly. C'est des activités que j'essaye de structurer de plus en plus afin d'aider les e-commerçants dans la partie la plus compliquée, souvent la plus maltraitée, qui est le sourcing et l'import. Ouais, c'est bien que tu le rappelles parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'embûches possibles. On est dans le monde réel avec des gens en face qui ont plus ou moins de bonnes intentions, avec des gens qui parlent d'autres langues, avec des gens qui n'ont pas forcément la même idée des produits que celle qu'on a dans la tête. Et toute la question, c'est d'être capable de transmettre l'idée et les attendus à un fournisseur et pour être capable vraiment de concrétiser l'idée qu'on se fait d'un produit et donc d'être capable ensuite de le lancer sur Amazon. Donc, effectivement, je suis content que tu reviennes sur le podcast parce que c'est ton deuxième passage pour parler de tout cet aspect-là parce qu'il y a effectivement énormément de choses à dire. Sur le premier épisode, donc, qui traitait de tout ce qui touche à comment trouver une idée produit, donc si les gens qui nous écoutent n'ont pas écouté cet épisode, je leur renvoie, je les renvoie à cet épisode puisque il y aura ton parcours, ta présentation et donc pas mal d'idées, d'infos et de méthodes pour trouver une idée produit. Mais donc c'est là où on s'est arrêté à la fin de ce premier épisode. Ok, j'ai trouvé mon idée produit, maintenant je dois passer à la phase sourcing. Je dois aller chercher le partenaire qui va pouvoir m'aider à concrétiser cette première idée produit. Donc, pour cerner ce qu'on appelle idée produit, c'est simplement, pour faire simple, on a un mot-clé en tête. On va prendre l'exemple du sèche-cheveux. On a fait son étude et on se dit, il y a une opportunité sur un sèche-cheveux, alors peut-être un sèche-cheveux un peu modifié, un peu spécial. Donc, on a cette idée et là, on doit aller la concrétiser. Donc, c'est toute la question de l'épisode et on en parlait juste avant. Tu proposes une approche en 9 étapes pour aller dans la concrétisation, donc le sourcing, les achats, l'import du produit. Donc, je te propose qu'on passe au travers de ces 9 étapes. Et la première étape, c'est celle de la définition du produit. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'il en est ? Bien sûr. Alors, juste avant, juste une petite définition du mot sourcing, parce que souvent, beaucoup de gens, en fait, font pas la différence entre la recherche produit, le sourcing et l'import. Souvent, ils pensent que dans le sourcing, on a également l'idée produit. En fait, pas du tout. Donc, juste brièvement, pour que tout le monde comprenne bien ce qu'est le sourcing, on va appeler ça l'art de s'approvisionner au meilleur rapport qualité-prix. Donc, ça va englober les 9 étapes dont tu viens de parler, mais la partie recherche idée produit n'est pas inclue dans la phase sourcing. Quand on est en phase sourcing, on sait déjà ce qu'on veut vendre. D'accord. Et donc, on est sur donc la définition du produit. Donc, on a cette première idée. Donc là, on rentre vraiment dans le sourcing et on définit son produit. Alors, en quoi ça consiste ? Alors, on va reprendre l'exemple que tu as utilisé du sèche-cheveux. Je ne vais pas maîtriser les termes, donc ceux qui maîtriseront l'art du cheveu m'en excuseront. On va partir du principe que ton idée de base, c'est de vendre un sèche-cheveux. Pour l'instant, on en est là.
la définition du produit ou de l'offre, puisqu'on va plutôt même parler d'offre finalement que de produit. Ça va être de dire, bon, mon idée de base, c'est le sèche-cheveux. Maintenant, qu'est-ce que je vais vendre? Je vais vendre un sèche-cheveux brut de décoffrage comme les autres, ou est-ce que je vais l'améliorer? Est-ce que je vais apporter des fonctions supplémentaires? Est-ce que je vais changer les coloris? Est-ce que je vais le brander ou non? Parce qu'après tout, je peux aussi vendre un produit générique déjà en vente, comme je peux également rajouter ma marque dessus. Et puis, on peut aller même encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut quasiment fabriquer son produit. Si je prends l'exemple d'une marque connue, on peut avoir le sèche-cheveux entrée de gamme qu'on va trouver en grande surface, et le cas extrême opposé, on va avoir Dyson qui fabrique ses propres matériels avec ses propres designs, ses propres fonctionnalités, et qui mettent des barrières à l'entrée énormes par rapport aux produits classiques. Donc voilà, la définition de son offre ou de son produit, c'est ça, c'est qu'est-ce que je vais demander à mon fournisseur, quels vont être les matériaux, quels vont être les designs, quelles vont être les options que je vais mettre dans mon produit. Tant que je ne sais pas ça, je peux pas aller voir un fournisseur les mains dans les poches en lui disant voilà, moi mon idée c'est le sèche-cheveux, démerde-toi à me faire une offre. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ce serait une erreur classique d'approcher un fournisseur, dire salut, enfin, je veux un sèche-cheveux, envoyez-moi vos prix pour des sèche-cheveux. Et effectivement, bon, si on n'a pas fait cette étape de définition, on n'est pas capable de spécifier exactement ce qu'on veut. Et même comme tu le disais, soit de partir avec quelque chose sur étagère ou même de venir avec des idées. Forcément, le fournisseur en face peut pas le lire dans les pensées et ne peut que donner quelque chose, une réponse qui ne sera pas forcément acceptable. Donc, je pense effectivement, cette première étape de définition de produit vraiment importante parce que, il faut arriver, préparé face à son fournisseur, sans quoi on va même pas forcément, recevoir beaucoup de retours de réponses parce que, voilà, un manque de préparation, même dans l'absolu, c'est pas professionnel. Donc, une fois qu'on a défini son produit, comment est-ce qu'on approche des fournisseurs? Comment on recherche, des fournisseurs? Est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Alors le moyen le plus simple et le plus répandu et le plus connu, ça va être évidemment d'utiliser Alibaba, qui est aujourd'hui le meilleur annuaire de fournisseurs. Alors je mets juste en garde au niveau d'Alibaba. Alibaba, c'est pas une marketplace, c'est pas un endroit où on va aller chercher un produit sur image, le commander et l'importer. Je sais que c'est souvent vendu comme ça dans beaucoup de formations. Alibaba, il faut le voir, il faut revenir 30 ans en arrière avec les pages jaunes. Alibaba, c'est ça, c'est un annuaire sur lequel il y a des C'est fournisseurs un annuaire. et sur lequel il n'y a pas d'ailleurs tous les fournisseurs, puisqu'il y en a certains qui ne sont pas référencés sur Alibaba ou mal référencés, puisque c'est également un moteur de recherche. Donc un fournisseur qui se positionne bien sera 10 fois plus visible, mais pas forcément le plus adapté ou le plus compétent dans son domaine. Donc c'est pas parce qu'on a Ouais, c'est une très bonne remarque, ouais. voilà, il faut pas se contenter des premières recherches, il faut aller creuser un petit peu plus loin. Après, il y a mille et une façons d'utiliser Alibaba. Voilà, il va falloir les tester. On ne pourra pas le développer sur le podcast parce que ça nécessitera un petit peu de temps. Mais voilà, première approche, Alibaba, c'est très bien. Google est également un très bon outil. Alors un peu plus sur tout ce qui va être européen. Là, c'est un peu moins mon domaine parce que c'est pas la zone géographique sur laquelle j'aime sourcer. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a assez peu de fournisseurs européens sur Alibaba. Il y en a, mais peu. Donc, on va plutôt utiliser un moteur de recherche comme Google pour trouver des fournisseurs européens. Et puis, le top du top, à mon sens, c'est vraiment l'endroit où tu es sûr de trouver le fournisseur qui te correspond. C'est le salon pro. Par exemple, la foire de Canton ou aller à Yiwu, etc. pour la partie chinoise. Mais c'est vraiment c'est l'idéal vraiment pour trouver son fournisseur. Alors évidemment, ce que je suis en train de dire là ne peut pas correspondre à quelqu'un qui sont juste dans l'e-commerce avec un budget un peu serré et encore plus qui n'a jamais mis les pieds en Chine, qui n'a aucun contact. Mais je dirais qu'en deuxième partie, quand on a validé un peu le business model, ne pas aller sur les salons pro est une erreur aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Alors et en plus, bon, peut-être pas pour les ultra débutants et puis bon, en plus en 2020-2021, heu, très compliqué, d'aller, dans ces salons quand ils sont pas tout simplement annulés. Mais, effectivement, rien ne remplace un meeting en tête-à-tête, voilà. Avec, Fabien, Dessin, on a fait un épisode sur le sourcing. On parlait, des analogies avec, une rencontre avec, une femme ou un homme
peu importe. C'est comme voilà, faire un premier rendez-vous sur Zoom. Ça aura clairement pas la même saveur et ce sera pas la même expérience que d'aller faire un dîner en personne. Et bon, l'analogie est un peu foireuse, mais il y a quand même cette idée que sur place, voilà, en tête à tête, en réel, en direct, ça fonctionne beaucoup mieux à tous les niveaux. Et donc, c'est sûr que c'est l'idéal pour la partie recherche de fournisseurs. Alors, l'analogie est très bonne parce que tu auras beaucoup plus de chances de conclure en vrai qu'en virtuel. Juste pour la petite histoire, puisque tu parles de Fabien, on a été ensemble sur la Côte d'Enfer. J'avais fait une demande de devis avant de partir pour des sachets de voyage, tu sais, les sacs plastiques là sous vide pour ranger les vêtements. Et j'avais dit au fournisseur, bah écoute, comme dans 3 semaines ou un mois, je viens sur la foire et que tu es présent, je vais pas au-delà de ma commande et puis on verra ensemble sur le salon pour passer la commande. Et rien qu'en lui serrant la paluche en vrai, j'ai eu une réduction sur le devis sans rien demander. Ouais. Juste le fait d'être ouais, en présentiel avec lui, ouais, il t'a pas donné le prix internet ou le prix Alibaba, il t'a donné déjà un prix local ou un prix sur place du moins. Ben, le prix, qui donnerait en fait, si tu veux, à une entreprise avec laquelle il a envie de bosser. J'ai pris un avion, j'étais à l'autre bout du monde, j'ai fait des visas et ils savent très bien que les visas chinois sont pas les plus faciles à obtenir. Donc à partir du moment où tu as fait toutes ces démarches, déjà en termes de crédibilité, ça n'a plus rien à voir avec quelqu'un qui est derrière son ordinateur, qui envoie un devis à moitié merdique sur Alibaba et qui prend même pas la démarche d'ailleurs parce que ça je le vois souvent, de contacter le fournisseur. Le nombre de personnes qui utilisent Alibaba comme une plateforme d'achat, c'est aberrant, mais c'est quelque chose de très très récurrent. Alors, il y a vraiment cette idée, plus tu cherches la simplicité, moins tu peux t'attendre à des résultats, ou plus tu t'exposes à des risques, à des déconvenues, à des pertes de temps, des pertes financières. Enfin voilà, moi, ça reste le sourcing d'une manière générale. Je pense que tu me contrediras pas. Ça demande de la précision, ça demande de la rigueur, et si on cherche trop de raccourcis, voilà, on évite le contact, on évite de discuter, on évite de mettre les choses droit au carré. Forcément, voilà, on est très mal embarqué, quoi. Bah, tu vas le payer dans tous les sens du terme, que ce soit au niveau financier, en termes de temps, au niveau fiscal aussi. Enfin, voilà, le fait de prendre des raccourcis peut avoir tous ces inconvénients-là. Ouais, ouais, d'accord. Alors, on va dire qu'on a trouvé un fournisseur maintenant. On a une liste, on va dire, de quelques fournisseurs qui semblent intéressants, qui répondent aux questions, qui semblent avoir le produit ou qui semblent être prêts à customiser un produit existant, voire même à développer, pourquoi pas, un produit avec nous. Euh, Se pose la question de la troisième étape, qui est celle des échantillons. Tu disais même avant, échantillon ou non, dans quel cas est-ce qu'on demande un échantillon ou pas, et comment on fait, comment ça se passe à cette étape? Alors, je vais juste inverser ta question. C'est pas dans quel cas on va demander l'échantillon, mais dans quel cas ça sert strictement à rien de le demander. C'est pour vérifier la qualité d'un produit. Il n'y a rien de plus ridicule. Alors, je sais, je vais revenir sur toutes les formations qui sont vendues où on vous dit commander des échantillons pour vérifier la qualité du produit. C'est complètement stupide parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche votre fournisseur de vous envoyer un échantillon de son meilleur produit, voire même un produit qu'il n'a pas en stock, il a été acheté chez son concurrent, et ensuite, au moment où votre commande va partir, d'envoyer un produit qui, en termes de qualité ou en termes de même produit, parfois peut être complètement différent par rapport à votre échantillon. Donc, on ne prend jamais un échantillon pour vérifier la qualité produit. Moi, je vois 2 cas où on peut vraiment utiliser l'échantillon. Alors, c'est soit quand on apporte de grosses modifications sur un produit. Là, on va demander des échantillons à chaque étape. Chaque étape de modification, on va demander un échantillon pour vérifier en fait que ça correspond réellement à la demande qu'on a effectuée. Ou alors, quand on ne connaît pas du tout un produit et qu'on a besoin de le manipuler. Alors, cet argument-là, il peut être un peu controversé, c'est-à-dire que dans le même cas, je peux très bien aller commander un produit concurrent sur Amazon ou en supermarché, juste pour le manipuler. Voilà, moi, l'échantillon, j'en commande rarement. C'est pas là-dessus en fait que je base souvent mes achats. Ça peut être rassurant. Ça permet d'avoir le produit. Il y a des gens qui ont besoin de le toucher, de l'avoir en main. Voilà, moi, c'est pas forcément mon cas. Mais par contre,
prendre un échantillon pour vérifier la qualité produit, non, ça c'est ridicule. La qualité produit, on va le voir après, c'est une des étapes qui sera un petit peu plus loin, ça va être en fait l'audit qualité. Ouais, absolument. Donc, ouais, échantillon, soit finalement, pas tant un échantillon, mais plus un prototype, soit pas d'échantillon du tout, parce qu'on avance et le but, c'est plus d'avoir un verrou en termes de qualité ouais, sur les produits qu'on s'apprête à embarquer sur le bateau. Voilà, pour ne pas faire d'erreur, quoi. OK. Donc après, phase de négociation. Comment tu négocies avec un fournisseur sur Alibaba à distance, par email? Tu lui dis: «Ah, c'est un peu cher, tu peux pas baisser un peu ton prix, s'il te plaît?» Comment tu négocies? Ça marche ça? Je suis sûr que sur un malentendu, ça pourrait marcher. Dans les faits, Il y a pas souvent de malentendus? alors déjà par définition, je négocie jamais sur Alibaba et d'ailleurs j'achète jamais rien sur Alibaba. J'utilise Alibaba, comme j'ai dit au début, en annuaire et une fois que j'ai trouvé mon contact, on sort complètement d'Alibaba. Je reste jamais sur Alibaba, ce qui ne veut pas dire qu'on peut pas utiliser la plateforme Alibaba hein, pour acheter. Moi, je la trouve pas spécialement fonctionnelle. Et puis, il faut comprendre une chose aussi, c'est que la plateforme a des coûts. Donc, votre fournisseur va vous répercuter à un moment donné ces coûts-là. Donc là, après, c'est une question de choix. C'est pareil, une question de réassurance. Je peux comprendre que quand on n'est pas trop à l'aise au début, on utilise Alibaba, ça donne un cadre un peu structuré. C'est plus facile que de passer par un WeChat ou par email. Après, au niveau de la négociation, il va y avoir plusieurs étapes dans son historique personnel. Quand on débarque juste dans le monde de l'import, on n'a pas d'historique, on n'est rien, on représente rien, le fournisseur vous connaît pas, et d'autant plus si vous lui demandez des petites quantités ou des petits budgets, il va pas falloir s'attendre à des miracles en termes de négociation. Donc, en gros, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il va pas falloir chercher à négocier le prix unitaire de votre produit parce que même si on ne sait pas dire non, un Chinois ne vous dira jamais non. Un oui veut jamais dire forcément oui. S'il enlève 10 ou 15 centimes de dollars à un produit, il risque pas de l'enlever en termes de réduction, mais de l'enlever en termes de qualité ou d'options. Remplacer par exemple un packaging qui est plutôt sympa par un OPP bag ou une couleur un peu plus dégueulasse ou un matériau moins bien ou un produit qui sera pas comment dirais-je, aux normes CE par exemple. Voilà, on peut trouver mille et une options. Donc le prix unitaire, non. Par contre, ce qui peut se négocier beaucoup plus facilement, c'est le MOQ, les quantités minimum qu'on peut commander. Plus votre produit unitaire va être cher, plus les MOQ vont être facilement négociables. Il est évident que si demain, c'est un exemple que j'avais déjà pris, si tu veux acheter des cure-dents, tu vas pas pouvoir demander à acheter 5000 cure-dents, ça sera pas possible, il va falloir que tu en achètes peut-être 100 000. Si tu achètes, a fortiori l'exemple complètement extrême opposé, un jacuzzi, un spa, je pense que ça sera assez facile d'avoir une unité en achat parce que bon, normalement ça s'achète par deux parce que c'est ce qu'on lâche dans un container, mais je pense que ça doit être jouable d'acheter qu'un seul jacuzzi. Ouais, parce que c'est finalement une question plus de taille de commande, plus que de nombre d'unités dans l'absolu. Et c'est assez logique, tu vois, pour se mettre en marche, pour lancer de la production, etc. Il y a un certain mini à atteindre en termes global tu vois, ça peut être 5 000 euros, 10 000, 20 000. Et voilà, c'est sûr qu'avec des produits qui sont plus chers à l'unité, on atteint plus vite une somme qui permet voilà, de justifier la mise en route d'une ligne de production. Et donc, ouais, en effet, mais voilà, c'est plus que le prix, un levier sur lequel on peut négocier, un MOQ un petit peu plus bas. Ce que je demandais au début, quand justement je cherchais à demander des petites quantités, c'est quand est-ce que vous avez un batch de production qui est déjà prévu et est-ce que je peux me raccrocher à ce batch de production suivant. Alors ça part du principe qu'on est sur un produit existant, bien sûr, mais c'était un moyen d'essayer de négocier les MOQ. Ma commande n'aurait peut-être pas justifié la mise en route de la ligne de production, mais en se raccrochant à quelque chose d'existant, où il regroupe des commandes, on peut comme ça avoir un peu de chance et réussir à partir sur des milliers de commandes plus bas, quoi. Alors, il y a un facteur auquel on n'a pas parlé juste avant, c'est au niveau des différents types de fournisseurs. Ça joue aussi sur les MOQ. Si tu négocies avec une usine, un trader ou un agent, il est évident que les MOQ ne seront pas les mêmes. Une usine, il sera très difficile de négocier des petits MOQ parce que eux, ils sont là pour vendre du volume.
Un agent, un trader, voire même un agent d'ailleurs, parce que les deux vous fonctionnez un peu de la même façon, donc trader grossiste, il aura déjà précommandé ou acheté directement du stock. Donc lui, il va juste être capable de modifier un design, un packaging, un logo, etc. Donc en termes de MOQ, on va être assez facile à atteindre des seuils assez bas. Alors quand je dis assez bas, commander 10, 15, 20 ou 30 unités de petits produits ou produits basiques, ça va être très compliqué. On parle plutôt en général. Ça n'existe pas, ouais. Je crois que dans ce que j'ai vu de plus bas, en restant sur des tarifs à peu près cohérents, vraiment le plus bas du plus bas sur un produit basique, on est sur du 200, 500 unités minimum. Ouais. Et je pense que c'est, tu vois, une chose. Alors, je sais pas si on la lit sur Internet, mais tu vois, on peut se dire intuitivement, c'est toujours mieux de travailler avec l'usine en direct parce qu'on se dit on va avoir de meilleurs prix, etc. Mais il faut comprendre que ouais, ça dépend en fait du profil de l'acheteur, ça dépend de ses besoins. Et travailler avec un trader, travailler avec un agent, ça a sa logique aussi. Enfin, ils sont là pour une raison. C'est pas juste pour nous enfumer et rajouter 20% sur le prix. C'est que, comme tu le disais, une commande trop petite, ça va pas intéresser une usine. Et donc, ils sont là justement pour faciliter ça, pour consolider des commandes, etc. Donc, il y a parfois cette idée, il faut absolument travailler avec une usine en direct. C'est pas nécessairement le cas. Et j'ai des exemples où on travaille avec des agents et ça nous aide énormément parce qu'ils gèrent beaucoup de choses qu'on n'a pas à gérer parce qu'ils ont leur valeur ajoutée. Je voulais juste aussi rajouter ça. Voilà, c'est pas nécessairement mal de passer par un trader ou un agent qui n'est pas l'usine parce que ils ont leur rôle à jouer, on va dire. Exactement. Surtout au début, je pense que le trader en général est un bon allié quand on commence juste. Il a certaines compétences que n'aura pas forcément l'usine. Il va avoir des services. Ça fera partie aussi des choses qui sont négociables. Les services, justement, un autre packaging, un logo, un sticker, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre de la consolidation, par exemple aussi. Consolidation, donc réunir plusieurs produits au même endroit. Et c'est vrai que pour ça, le trader va vraiment simplifier. Ouais, même la gestion, tu vois, des douanes export, la mise en FOB, c'est quelque chose que les usines ils n'ont pas forcément quelqu'un qui est capable de le faire. Et donc, nous, tu vois, quand maintenant je travaille avec des usines en direct, on doit se charger de trouver quelqu'un pour la mise à FOB, donc faire toute la partie administrative pour que les marchandises puissent arriver sur le bateau. Et ça, c'est quelque chose que font tous les traders, mais que les usines ne font pas nécessairement. Et donc, c'est voilà, quand il faut trouver soi-même un agent, un broker en douane, etc., ça rajoute de la complexité. Donc là encore, à ce niveau-là, les traders ou agents ont leur rôle à jouer, ont leur valeur ajoutée, quoi. Exactement. Puisqu'on en est sur la négociation, il y a aussi les erreurs courantes qui flinguent vos négociations et voire même d'ailleurs après vos produits. Et celles-ci, on les retrouve alors quasiment de façon constante. La différence culturelle. Il ne faut pas réagir avec une personne, un fournisseur asiatique de la même façon qu'on gère un fournisseur français ou un fournisseur américain. Ils ont une culture, ils ont une façon de faire. Tout à l'heure, j'ai dit que un oui ne voulait pas forcément dire oui, ça peut aussi vouloir dire non. C'est des choses à savoir. Il y a une façon de faire, il y a une façon de se comporter avec un fournisseur asiatique qu'on n'aura pas forcément avec un fournisseur étranger. Donc c'est hyper important d'essayer d'avoir un minimum de connaissances culturelles. Je dis pas de devenir un expert chinois, thaïlandais, etc. Mais de savoir un petit peu culturellement quels sont les grands ponts qui nous séparent les uns des autres pour éviter de faire des gaffes. Ouais, je suis complètement d'accord. Et là aussi, tu vois, je pense que les traders sont plus habitués à parler à des étrangers et seront peut-être plus tolérants que si tu parles à une usine qui parle que chinois ou qui est un peu moins habituée à communiquer avec l'extérieur. Là encore, l'agent peut aider un peu à faire le pont ouais, d'un point de vue culturel. Donc, ouais, je suis d'accord avec ça. L'étape suivante, après la négociation, c'est tout ce qui touche à la vérification des normes. Là encore, sujet pas sexy, mais ô combien important. Très, très, très important, puisque simplement en préambule, on pourrait rappeler que à partir du moment où c'est vous qui importez les marchandises, c'est le nom de votre boîte qui se trouve sur le papier des douanes en Europe, en France, on va dire, c'est vous qui endossez 100% des responsabilités vis-à-vis typiquement des normes CE. Donc, si jamais il y a un problème et que
il y a une maison qui crame parce que votre produit, votre sèche-cheveux voilà, ou si, allez, j'ai une petite pensée pour Claude François, si le pire arrive et je touche du bois, et ben c'est de votre faute parce que voilà, vous pouvez pas vous retourner vers le fournisseur chinois en disant bah lui c'est lui qui a fait des faux papiers. À partir du moment où vous importez, c'est vous qui êtes responsable. Et donc voilà, cette étape de vérification des normes est très très importante. Euh, Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, comment tu procèdes, ce que tu recommandes? Alors, je vais juste faire un petit complément par rapport à ce que tu as dit. Je vais aller encore plus loin. C'est que en tant que Que fabricant, Claude François? que Claude François, c'est qu'en tant que fabricant, il n'existe pas d'assurance pour vous couvrir en tant qu'importateur. C'est-à-dire que souvent, vous vous cachez derrière les assurances responsabilité civile. Certes, la responsabilité civile professionnelle va vous couvrir en tant que vendeur Amazon. Et une fois qu'elle vous aura défendu, elle va se retourner contre le fabricant, donc accessoirement vous aussi. Et là, il n'y aura personne pour vous défendre. Donc, si vous n'avez pas bien géré vos imports, c'est pas la peine de dire c'est bon, je suis assuré. Ça marche pas comme ça. Donc, dans le cas de Claude François, si vous n'aviez pas mis toutes les autorisations techniques avec votre sèche-cheveux, eh ben, tant pis pour vous. Attendez-vous à vous faire livrer des oranges pendant quelques années. Ouais. Et donc, au niveau des normes, il va falloir effectivement déjà connaître. On en revient à la première étape qu'on a abordée, c'est-à-dire qu'il faut connaître son produit. Et pour connaître son produit, il y a une étape qui est importante, c'est est-ce que mon produit a des normes particulières? Est-ce qu'il doit avoir des certifications particulières? Et est-ce que les normes sont les mêmes si je le vends en France, en Allemagne ou aux US? Parce qu'évidemment, tout ça peut être amené à changer. Alors pour l'Europe, Ouais. tout est... En Angleterre aussi maintenant, puisque Exactement. depuis le Brexit, le marquage, pardon, CE, est encore valide. Il y a une période de transition de tolérance, mais à terme, ouais, l'Angleterre aura un système séparé. Et donc, ouais, il y aura aussi cette question au niveau du Royaume-Uni. Donc c'est hyper important de le savoir. Alors je suppose que la question qui va suivre après, ça va être où est-ce que je peux trouver les informations? Alors il y a deux organismes publics qui peuvent vous répondre. Ça va être les douanes et la DGCCRF. Alors oui, ça s'appelle plus comme ça, mais moi j'appellerais toujours ça la DGCCRF. La répression des fraudes, pour parler c'est ça. le langage du français moyen. Et j'ai déjà contacté les deux, hein, et bon, c'est des gens très gentils, malgré l'étiquette ou la réputation qu'ils ont. Pourquoi? Parce que leur rôle à la fin de la foire, ça reste de protéger le consommateur, d'éviter de cramer des maisons, d'éviter de perdre un autre Claude François, même si bon, il n'y en aura qu'un à jamais. Et donc, ils sont là pour répondre aux questions qu'on peut se poser par rapport aux normes sur un produit. Donc, je pense que, je vais te laisser continuer, mais je pense que les solliciter, c'est faut pas se voir comme un coupable et voilà, au contraire, ils ont aussi une mission d'information, de conseil et plusieurs fois, voilà, ils ont apporté des réponses aux questions que je me posais et ça aide à dormir sur ses deux oreilles quand on sait qu'on est dans les clous au niveau des normes. Exactement. J'ai rien de plus à rajouter. Hormis si le fait, comme tout contact humain, beaucoup de normes et beaucoup de réglementations sont sujets à interprétation. Donc, n'hésitez pas parfois à recontacter 2 ou 3 fois ces organismes-là. Vous allez vous apercevoir que vous n'aurez pas toujours les mêmes réponses. Et comme tu l'as précisé, et ça c'est une réalité, leur objectif premier, c'est de protéger le consommateur, pas vous en tant qu'importateur. Donc, il peut arriver que pour bien faire, ils grossissent un petit peu vos obligations et que finalement, ça peut être un petit peu plus simple que ce qu'on vous a annoncé à la base. Mais effectivement, ça reste des interlocuteurs qui sont intéressants, sous réserve de leur apporter par contre des informations fiables. C'est-à-dire que si vous savez déjà pas de quoi vous parlez, votre interlocuteur va pas pouvoir vous répondre réellement à votre question. Donc, sachez vraiment quel est votre besoin, quelle est votre question avant de les contacter. Donc, on a ces deux organismes-là. Ensuite, on en a parlé déjà, vous avez les agents, les transitaires, et puis vos fournisseurs qui sont aussi des interlocuteurs intéressants. Quand ils ont l'habitude de travailler avec l'Europe, avec les US ou n'importe quel autre pays, en général, ils savent à peu près à quoi vous attendre. Alors, pas tous, il faut faire attention aussi, il faut toujours revérifier une information, mais c'est aussi une première étape de demander à votre agent, est-ce que tu sais si là j'ai besoin d'une norme particulière? Les transitaires en général sont très forts parce que indirectement, ils prennent la responsabilité de votre marchandise. Donc, ils n'aiment pas avoir des containers bloqués en douane. Donc, en général, ils s'assurent que vos marchandises soient transportables et soient dédouanables aussi, donc qu'elles correspondent aux normes. Donc, c'est un très bon interlocuteur. Ouais, j'ai déjà vu ça de la marchandise.
que le transporteur voulait pas charger sur le bateau parce qu'il n'y avait pas tous les papiers. Et en effet, pour se protéger, pour éviter des problèmes à l'arrivée. Et en l'occurrence, le fait d'avoir commencé la discussion avec le fournisseur sur Alibaba a fait que la personne à qui c'est arrivé a pu mettre Alibaba au milieu entre le fournisseur et lui et aider en gros à résoudre la situation parce que voilà, même si une bonne partie de la conversation de la négo avait eu lieu hors Alibaba, donc sur WeChat en direct, le fait que la prise de contact se soit faite sur Alibaba a permis de les avoir comme médiateurs et donc à résoudre cette question documentaire. Et donc finalement, les marchandises ont pu être chargées et ont pu être importées. Donc ouais, les transitaires aussi connaissent très bien les normes. Ils sont en contact avec les douanes en France, donc ils sont aussi une très bonne source d'infos. Et je pense que d'une manière générale, le message ici, c'est dans le doute, il vaut mieux bosser de son côté, mais pas hésiter à demander, à contacter, à vérifier, à pas négliger cette étape. Ça n'a rien de sexy, mais encore une fois, les risques et les conséquences peuvent être vraiment importantes. Et donc, c'est vraiment une étape qui est importante et là encore assez peu discutée, mais pourtant voilà, vraiment très importante. Et je l'ai bien mis juste après la négociation parce que c'est pas une fois que les marchandises ont été chargées dans un container ou dans un avion qu'on se pose la question de savoir si son produit correspond bien aux normes. Oui, complètement. Ouais. Ouais, c'est avant l'étape suivante, forcément, qui est celle de la production, puisque ça sert à rien aussi de lancer la production, de commencer à payer le fournisseur si effectivement il va se mettre à produire un produit qui est pas aux normes qu'on souhaite. Donc c'est vrai que c'est entre la négociation et la production pour voilà. Et s'il n'y a pas les normes, on s'arrête et on repart à une étape précédente, retrouver un fournisseur ou voir pour faire tester le produit, parce qu'il y a des fournisseurs qui vont dire ok, on n'a pas tous les papiers CE, mais on va le faire parce que voilà, on veut pouvoir servir des clients européens. Ça m'est déjà aussi arrivé sur un produit en développement de payer toute la certification pour du coup être propriétaire du produit. Mais effectivement, c'est une étape qui arrive avant la production. Il y a des façons de faire aussi. Hein. Pour le jouet, par exemple, souvent les douanes françaises n'aiment pas utiliser les papiers des labos chinois ou en dehors de l'Europe et demandent à ce qu'un échantillon soit testé dans un labo français. Et après, pendant 3 ans, ils laissent les cargaisons tranquilles avec cette norme CE. Mais voilà, suivant les catégories, on peut être plus ou moins exigeant en termes de normes. Ouais, c'est effectivement là encore une question de risque. Voilà, si c'est typiquement des jouets pour les enfants, il y a potentiellement des risques. Donc tout ce qui touche aux produits électriques, il y a des risques. Donc en effet, il y aura toujours des catégories qui seront plus surveillées que d'autres parce que encore une fois, c'est une question de, de risque potentiel pour le consommateur. Et voilà, effectivement, les douanes ajustent aussi en fonction de ça. On va passer à l'étape de production. Donc là encore, qu'est-ce que tu recommandes? Comment ça se passe cette étape? Alors, cette étape, elle doit commencer une fois que vous avez accepté un proforma, en gros un devis amélioré. Quand vous passez par Alibaba, souvent ce proforma, il est fait de façon un peu rapide, et alors que ça va être lui en fait qui va prouver en cas de litige ce que vous avez demandé. Donc, s'il n'est pas détaillé, c'est pas la peine de dire au fournisseur que vous lui aviez demandé ça si c'est pas marqué sur ce devis. Donc le proforma, c'est vraiment le document qui est indispensable, et c'est pas parce que je vais faire une aparté sur la trade d'assurance d'Alibaba. Alors sachez qu'elle ne couvre pas grand chose. Alibaba va plutôt avoir un rôle de médiateur avec le biais de son assurance que le fait de vous rembourser systématiquement quand vous changez d'idée ou quand il y a un souci avec votre produit. Si rien n'a été spécifié sur un proforma, si vous avez dit moi je veux mon sèche-cheveux de couleur bleue et puis que le fournisseur vous l'envoie vert pisse, à partir du moment où il n'y avait pas un code Pantone, donc un code qui permet de retirer toute confusion en termes de couleur, parce que ce qui pour vous est vert est peut-être bleu pour votre fournisseur. Donc tout ça, ça doit être précisé. Donc moins votre proforma, votre devis est clair, moins vous avez possibilité de dire au fournisseur qu'il a fait une erreur ou que ça ne correspond pas au produit demandé.
Et on va le voir après, justement, au niveau de l'inspection, si le proforma est mal fait, je ne sais pas trop ce qu'on peut demander en inspection après aussi. Donc, première chose, production proforma. Et puis après, il y a le paiement de la compte aussi. Quand on commence juste dans le business, qu'on n'a pas d'historique, la norme, c'est de payer 30% avant la production pour valider la production. Et puis en général, c'est 70% le solde avant l'expédition. Après, plus vous avancez et plus vous avez d'antériorité, moins ces chiffres sont vrais. Vous pouvez même arriver à négocier du paiement après réception, mais là on est déjà sur un cap bien supérieur. On a un historique avec son fournisseur. Ouais, non, je pense, encore une fois, on insiste, on enfonce peut-être des portes ouvertes, mais la phase de définition du produit, savoir vraiment ce qu'on veut, c'est très important. Et avant de lancer la production, être capable de spécifier clairement ce qu'on veut, qu'est-ce que c'est que la qualité, qu'est-ce qui est attendu en termes de performance, en termes de couleur, en termes de tout, et de détailler ça vraiment bien. Bah ouais, effectivement, ça permet d'éviter beaucoup de problèmes, de friction. euh, donc au moment de l'inspection qualité, puisque c'est comme ça que se termine la phase de production, c'est procéder à une inspection qualité. Alors bon, moi je passe maintenant toujours par des sociétés tierces qui vont sur l'usine et qui font un échantillonnage. Mais à l'époque, quand, quand on pouvait voyager en Chine et au tout début de mon aventure Amazon, moi j'allais personnellement dans les usines pour vérifier. Euh, donc, est-ce que c'est quelque chose que tu recommandes par rapport à cette étape d'inspection qualité? Alors déjà par définition, l'inspection, alors on peut la faire à plusieurs niveaux, hein, l'inspection. Moi je l'ai mise en fin de production, mais il existe aussi ce qu'on appelle l'inspection initiale. Donc là on va plutôt aller vérifier l'usine, les conditions de production, les matériaux, etc. Il y a un exemple que je donne souvent parce que je l'ai vu, il m'avait marqué, et je suis pas le seul à l'avoir vu. C'était d'avoir visité en fait une usine de canapés. Ils étaient en train de faire un canapé en cuir blanc et à côté, en fait, ils faisaient de la mécanique. Et t'imaginais, en fait, le canapé en réception avec la trace de main de cambouis dessus. Voilà, ça peut être des choses qui peuvent vous faire dire que l'entreprise, vous n'allez peut-être pas bosser avec, en fait. Donc ça, c'est l'inspection initiale. Elle n'est pas toujours obligatoire. Puis ça dépend si vous faites appel à un trader, elle n'a aucun intérêt, en fait. Après, il y a l'inspection de production. Donc celle qu'on est en train de parler. Alors celle-ci, elle peut se faire soit pendant la production, où effectivement on va aller choper quelques échantillons au hasard pendant que ça se produit. Comme ça, s'il y a le moindre souci pendant la production, on arrête tout, on repart à zéro. Ou alors on peut le faire à la fin. Et à la fin, on va se retrouver avec deux options. Soit on prélève que des échantillons pour vérifier le produit, le packaging, soit on peut également demander à faire une inspection globale pré-shipment. Donc on va vérifier que la palettisation, si elle a été demandée, soit bien faite, que les étiquettes de transport ont bien été collées, etc. On peut tout imaginer finalement sur ces inspections. Et si je devais résumer par une seule chose, c'est rien ne quitte l'Asie sans être passé par une inspection. Économiser 200 balles, parce qu'en fait, c'est à peu près ce que ça vaut, hein, $200 sur des petites quantités. Une inspection, ça coûte $200. En se disant, c'est pas grave, je vais vérifier chez moi. Une fois que c'est chez vous, premièrement, il n'y aura plus de retrait. Si vous avez accepté la commande, elle est partie. Donc, s'il y a le moindre souci, tant pis pour vous. La trade d'assurance, faudra pas rêver, elle marchera pas. Et C'est ça. Enfin, l'argent est sur le compte du fournisseur. Voilà, il n'y a pas de bouton annulé. Donc oui, c'est trop tard. Oui. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et c'est clair. Et, enfin, je pense que c'est un principe d'une manière générale. Alors, je ne suis pas qualiticien, mais il y a vraiment cette idée, plus tu traites tôt une non-qualité en amont dans la production, plus c'est facile. C'est-à-dire, tu vois, si on prend l'exemple, bah, tout est palettisé, tout est dans des cartons, tout est filmé, tous les produits sont emballés. Si jamais tu te rends compte à ce moment-là que l'étiquette CE que tu as demandé d'imprimer, bah, elle n'est pas exactement aux normes et qu'il faut la changer, bah, ça sous-entend, allez, on défilme les palettes, on ouvre tous les cartons, on ouvre individuellement chaque produit, on va changer l'étiquette. Ce serait, ou si voilà, le fournisseur a merdé, enfin, quelle que soit la situation, plus on est tard dans le cycle de production, et bien sûr, après l'envoi, une fois que c'est en Europe, c'est encore pire, mais plus ça va être coûteux et compliqué et douloureux, pour résumer en un mot, de faire des changements, alors que tu parlais de l'inspection pendant la production, c'est quelque chose que j'ai aussi déjà fait, ça me l'a rappelé, avant même la phase d'emballage, en se disant si les produits sont
voilà, on les inspecte quand ils sont encore en cours de production, enfin finis, mais quasiment fini et avant la phase d'emballage. Parce que si là, on détecte qu'il y a des erreurs, c'est beaucoup plus facile de retraiter alors que tout est encore sur la chaîne de production versus déballer des produits, etc. Donc, je pense que c'est une idée à garder en tête, qu'il vaut mieux agir tôt, prévenir que guérir, on va dire, d'un point de vue général, quand on parle de qualité, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu faisais tes inspections quand tu pouvais être sur place. Alors, moi, je trouve l'idée sympa. Après, connaissant les sociétés d'inspection, j'ai pas l'œil aussi, j'allais dire aiguisé, mais même pervers qu'un inspecteur de ces sociétés où ils sont capables des fois de te trouver des trucs. Ça peut même faire flipper. Des fois, tu vois des rapports d'inspection où tu as l'impression qu'en fait, ta marchandise, elle est complètement pourrie. En fait, non, la marchandise, elle est très bien. C'est juste qu'ils sont capables de détecter le petit bout de fil qui n'a pas été coupé correctement et ou le petit trou que personne n'aurait jamais vu. Et toi, voilà, quand tu fais ton inspection perso, alors ça a un côté très, comment dirais-je, ça rassure. Et puis, finalement, il y a un fil conducteur sur tout ce qu'on a dit. C'est que plus vous êtes présent et plus vous montrez que vous vous intéressez à votre produit, plus vous donnez de la crédibilité à votre fournisseur. Et donc, plus il va avoir envie que la transaction se passe bien. Donc, que vous fassiez vous-même les inspections ou vous passiez par une société, finalement, peu importe. Le principal, c'est de les faire parce que voilà, ça va montrer au fournisseur qu'il n'a pas le droit à l'erreur et qu'il va falloir que ce soit nickel. Alors, je mets juste un petit bémol. La fabrication 100% nickel, ça n'existe pas. Il y a toujours un pourcentage qui doit être accepté pour de défauts ou de produits manquants ou abîmés. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on fait de l'import. Si c'est pas un problème au niveau de l'usine, ça va être un problème au niveau du shipping aussi, où vous aurez peut-être un carton qui va être un peu abîmé. Voilà, il n'y a pas de drame, c'est des choses qui arrivent, il faut juste le savoir et pas s'attendre à avoir un truc 100% parfait, ça n'existe pas. Ouais, je te rejoins sur l'idée d'aller en personne. J'ai probablement pas fait un très bon boulot de qualiticien. Effectivement, en payant une société, j'aurais certainement eu de meilleures inspections qualité que moi y allant en personne. Mais en fait, l'idée, c'était plus de voir le fournisseur en tête-à-tête. Tu vois, du coup, il m'emmène bouffer le soir, etc., de créer du lien, de ne pas être un énième acheteur sur Internet à distance. C'était plus, en fait, tu vois, quelque part, de montrer mon sérieux, ma volonté de bien faire, que vraiment de détecter des erreurs qualité, puisqu'en plus, on parle de produits électroniques. Et donc, c'est très, très compliqué de détecter des non-qualités dans l'électronique, puisque on n'ouvre pas les produits pour regarder les circuits imprimés. On ne peut pas tester 100% des produits. C'est généralement pas possible dès qu'on a un peu de quantité. Et donc, ça reste une boîte noire. Donc, ouais, effectivement, c'est pas toujours... c'est probablement pas un très bon boulot de qualiticien, mais c'est plus d'un point de vue général au niveau du projet et de son positionnement en tant qu'acheteur, une manière de montrer qu'on est impliqué. Et ça aide aussi, voilà, je pense, à faire que le fournisseur, lui aussi, s'implique et prend les choses sérieusement. C'est plus ça le sens de mes visites. Mais on en revient à ce qu'on parlait au niveau du choix du fournisseur. C'est l'aspect culturel. C'est vrai que pour les Chinois, c'est hyper important à un moment donné de mettre un visage sur un acheteur. Et ce qui n'est pas forcément le cas avec une entreprise européenne. Complètement. Même si pour parler avec des vendeurs Amazon qui ont des fournisseurs en Europe, ça aide aussi dans tous les cas d'aller voir son fournisseur où qu'il soit. Hein. C'est peut-être plus important encore en Asie parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui font le déplacement. Même si on est en France, même si le fournisseur est en Europe, ça vaudra toujours le coup tôt ou tard d'aller les voir en vrai parce que dans tous les cas, ça change la relation pour le meilleur, quoi. Donc la production est finie. On en est à la phase de packaging. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des conseils, des choses? Est-ce que tu spécifies comment les produits doivent être emballés? Est-ce qu'il y a des manières comme ça de guider le fournisseur ou tu le laisses emballer comme il le fait habituellement, on va dire? Alors, tout ça va dépendre de ton interlocuteur et de ta phase de négociation, évidemment aussi. Suivant l'interlocuteur que tu vas avoir, si tu travailles directement avec une usine, il y a des usines qui ne te laisseront pas le choix. Eux, c'est de l'OPP bag, ils n'ont pas d'autres possibilités. Donc, ça veut dire que si tu veux un packaging un peu plus sympa, un peu plus léché, tu vas être obligé de trouver
une tierce partie qui va le faire pour toi. Avec un trader, la question ne se posera pas. Ils ont toujours des solutions pour pouvoir modifier ton packaging. Et a fortiori, l'agent encore mieux. Donc, il va falloir choisir en fonction du type de relation et du type de fournisseur que tu vas avoir, ce qui va être le plus simple pour toi. Après, suivant les produits, c'est toujours un peu délicat en fonction de la phase d'achat aussi. Si tu es en phase de test, moi je suis pas partisan de mettre beaucoup d'argent, de payer forcément un design ultra léché dès le début. Je teste d'abord un produit sur une première commande avec le packaging de base du fournisseur sur lequel je lui demande juste de le logoter. Et puis quand le produit il est validé, après je fais l'effort d'avoir un packaging qui est vraiment complètement à mon image. Mais ça, c'est purement personnel. Il y a des gens qui vont partir d'emblée sur le packaging terminé. Moi, tant que je ne sais pas si le produit se vend, j'économise. C'est mon côté très feignant. Hein, je teste et une fois que j'ai confirmé, je mets un peu plus de travail dessus. Ouais, c'est la notion de MVP, de Minimum Viable Product, cher aux start-upers. Comment est-ce que je peux aller sur le marché rapidement avec le produit le plus simple possible, mais qui fait le job, on va dire. Et derrière, j'ai toujours la possibilité d'itérer, de modifier, d'améliorer. Mais comment est-ce que je vais à l'essentiel, quoi, tout simplement. Exactement. OK. Donc, phase d'inspection après la phase de packaging, bon, on en a déjà parlé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur l'inspection qu'il y aurait une fois que tout est prêt à partir, prêt à être mis sur le bateau ou dans l'avion? Non, je crois qu'on a plutôt fait le tour. Quand on fait évidemment une demande d'inspection auprès de son fournisseur, il va falloir aussi, on n'en a pas parlé parce que je trouvais ça logique, mais ça l'est peut-être pas forcément pour tout le monde, il va falloir aussi bien donner les conditions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on a un certain seuil de rejet, qu'est-ce qui se passe si toute la cargaison est non valide, qui paye quoi, voilà, tout ça, il va falloir le mettre noir sur blanc sur le fameux proforma à la base pour pouvoir ne pas avoir de surprise au moment où on fait l'inspection. Les choses au moment où ont été claires, elles auront été dites et le fournisseur ne pourra pas dire bah non, tu me prends à la dernière minute, moi je ne payerai pas la contre-inspection parce qu'on ne l'avait pas convenu. Voilà, tout ça se fait en amont. Ouais, très bien. Ouais. Une chose auquel je pense, tu vois, au niveau des cartons finis, c'est tout ce qui... C'est bête, c'est un détail, mais c'est important d'y penser, c'est tout ce qui touche aux questions du marquage des cartons. Donc, bon, il y a des marquages un peu standards, mais globalement, il faut se dire que derrière, le carton, il va être manipulé par un logisticien, peut-être une fois qu'il est arrivé en France, ou par d'autres personnes qui vont peut-être étiqueter des cartons, etc. Donc, se mettre d'accord sur un marquage, que le marquage soit sur le carton pour qu'on puisse facilement identifier si on a différents SKU, donc différents produits différents, qu'est-ce qu'il y a dans chacun des cartons, en quelle quantité, poids, dimension. Ça peut sembler des détails, mais si le marquage n'est pas clair ou juste absent, on a vite fait de mettre la mauvaise étiquette Amazon sur le mauvais carton et d'avoir derrière des incidents en expédition entrante chez Amazon. Donc ça peut sembler bête, mais d'avoir comme ça une phase de vérification, on est sûr que les cartons qu'il y a un marquage qui est spécifié et qu'il est sur le carton, ça évite derrière bien des problèmes. Ouais, tu as complètement raison. Avec juste même un petit détail, moi c'est un de mes clients qui m'avait fait remarquer ça sur un container groupé que j'avais fait pour plusieurs personnes. Je m'étais dit, on va faire marquer les EAN aussi sur les master cartons pour vraiment bien les différencier. Et un de mes clients m'a dit non, surtout fais pas ça parce que si on pense pas à le cacher, quand on va l'envoyer chez Amazon, il suffit qu'on tombe sur quelqu'un qui se pose pas plus de questions, il scanne le AN et il part du principe que le master carton qui contenait, de tête, je crois que c'était 50, c'est le produit. Ouais. Ah ouais, il y a un client qui a 50 produits pour le prix d'un. Il y a un client d'Amazon qui est content et puis il y a un vendeur qui pleure très très fort parce que il n'a pas fait une belle opération. Ok, non, effectivement, on me l'a déjà demandé. Un logisticien au Havre m'avait demandé de remettre le AN et j'avais dit que je le ferais à l'avenir. Et tu vois, c'est bien que tu me dises ça parce que je le ferai pas du coup pour cette raison. Ok. Et donc dernière étape, la mise à FOB, enfin donc le shipping d'une manière générale, donc mettre les marchandises sur le bateau ou dans l'avion. Je sais que tu n'es pas fan de l'avion ou sur le train maintenant, puisqu'on en parlait un petit peu en off. Il y a avion, train et bateau.
et donc l'expédition. Et on peut même rajouter camion, on n'y pense pas souvent, mais camion existe Depuis la aussi. Chine? Oui, ouais, ou en Depuis Europe la dans Chine, tous les ouais. cas, mais ok. Ok. J'ai jamais entendu parler. Ok, ça peut être intéressant s'ils mettent un petit traceur GPS, tu vois tes produits au Kazakhstan, pourquoi pas. C'est extrêmement cher, prix au kilomètre, et c'est pas avantageux, hein, le camion. Mais voilà, faut savoir que ça existe. Et ouais, le shipping fait partie de la partie, je dirais encore la plus sous-estimée, et celle qui est sans doute la moins glamour. Beaucoup de gens se focalisent sur les incoterms. Donc on va pas s'attarder aujourd'hui sur l'incoterm, c'est pas le sujet, mais voilà, ça sert à rien d'être un pro des incoterms si derrière on comprend pas comment fonctionne la logistique internationale. Vaut mieux ne pas connaître les incoterms et ne pas les utiliser. Par définition, d'ailleurs, il faut savoir que c'est pas obligatoire un incoterm. Vaut mieux dire à son fournisseur, je veux que ça aille du point A au point B, que ce soit toi qui dédouane et qui paye des taxes. Donc là, en gros, je viens de résumer le DDP. Voilà, si je ne sais pas ce que veut dire le DDP, ben je marque ça sur mon contrat et ça fera office de DDP. Celui-ci étant, si je le cite, c'est parce que c'est celui que je déconseille fortement. Truc à pas faire. Ouais, je parlais de FOB parce que c'est ce qui vient le plus naturellement en tête. Ouais, pour un vendeur Amazon, les deux qu'on utilise le plus souvent, c'est le XW, c'est-à-dire que le fournisseur laisse la marchandise à disposition dans ses entrepôts, dans son usine, ou le FOB, où effectivement le fournisseur va être en charge de transférer la marchandise jusque sur le bateau ou le train. Ouais, finalement, quel que soit l'incoterm sur lequel on se met d'accord, que ce soit Xworks, FOB ou autre, se pose la question du transitaire, quelle est la société que je vais retenir pour se charger du transport des marchandises. Et à ce niveau-là, est-ce que tu as des conseils ou des déconseils, des choses que tu déconseilles en termes de choix de transitaire? Disons qu'en termes d'import, le transitaire, ça va être vraiment celui qui va faire couler ton entreprise ou qui, au contraire, va t'aider à ce qu'elle soit prospère, à te faire gagner de l'argent. Donc, idéalement, il faut avoir des transitaires qui soient capables de faire du dédouanement, donc qui ont le personnel pour ça, les contacts pour pouvoir séparer les marchandises quand vous faites du container groupé, et il vaut mieux avoir des personnes qui ont pignon sur rue. Donc, la plupart des transitaires qui d'ailleurs n'en sont pas, qu'on trouve sur Alibaba ou qui traînent sur les groupes Facebook, je vous déconseille de les utiliser. Dans 9 cas sur 10, vous aurez des problèmes. Au mieux, vous allez avoir des délais et des tarifs de malade. J'en profite encore pour refaire une parenthèse sur le fait d'acheter au kilo du transport. Ça se fait pour de l'avion en express. Pour le reste, on n'achète pas du transport au kilo. On achète du volume. Donc, vous aurez en fait une facture globale. Trouver que c'est super intéressant de payer 3 ou 4 dollars au kilo, c'est ridicule. Moi, j'importe des produits, je crois que le plus léger pour moi doit faire 5 kilos. Si je devais payer 3 dollars du kilo, j'aurais aucune marge sur mes produits. Donc voilà, on achète du volume. Et donc, éviter des transitaires un peu. Enfin, de toute façon, on est dans du conseil presque de bon sens, mais on dirait que le bon sens, on peut toujours le repartager. Si c'est trop beau, si c'est pas cher, si c'est. Voilà, c'est qu'il y a forcément un truc. Et effectivement, j'ai déjà entendu des histoires assez horribles où des types étaient passés par des transitaires. Alors, c'était aux US, hein, pour vendre aux US, mais en gros, dans des conteneurs sur lesquels il y avait un peu tout et n'importe quoi, des conteneurs donc groupés, et les papiers étaient pas bons, etc. Et finalement, le conteneur saisi par les douanes et qui reste là et qui reste des mois et des mois sur le port parce que le transitaire chinois a disparu, il n'y a plus personne pour gérer le truc. Et au bout d'un moment, la procédure, c'est que les douanes ont le droit au bout d'un moment de détruire, de liquider l'inventaire. Enfin, et donc, un vendeur Amazon qui était passé comme ça par une société qui n'était pas clean, on va dire, qui a perdu de l'inventaire arrivé au port parce qu'il a tout simplement jamais pu passer les douanes parce que il y avait des carabistouilles. Et donc, autant éviter de se mettre dans ce genre de situation parce que c'est vraiment pas drôle quand on est passé au travers de ces 8 étapes, que sur la 9e étape, comme tu dis, on puisse potentiellement couler sa boîte ou perdre énormément de temps, d'argent et certainement de motivation. Pas glamour. Voilà, ça c'était pour la partie film d'horreur, ce qui donne des surfroides aux vendeurs Amazon
est-ce que je vais passer les douanes, où sont mes marchandises? Mais bon, encore une fois, avec des je suis toujours passé par des transitaires en France, hein, que ça soit, des grands noms, tu vois, comme DHL ou, des sociétés, plus petites. Mais, il y en a plusieurs, elles sont sérieuses. Enfin, j'ai toujours plus fait confiance, voilà, à des personnes basées en France en me disant, ce qui reste quand même critique, c'est la partie import, enfin de mon point de vue. Et donc, je préfère que ça soit, des gens qui sont au Havre, voilà, et pas juste une filiale, une antenne ou un contact ou que ça soit fait à distance depuis la Chine. Donc, après je sais pas si c'est, un conseil donné, mais moi ça m'a toujours semblé être du bon sens voilà, de choisir un transitaire dans le pays dans lequel on importe, puisque forcément il aura une bonne compréhension, de ce qui se passe à l'arrivée et c'est là où, voilà, les problèmes peuvent survenir. Donc, voilà, je suis toujours, parti dans cette direction. Tu as de très bons transitaires chinois. Après, effectivement, bah, comme tu le dis, il faut qu'ils aient ces entrées dans le pays d'arrivée. Si un transitaire chinois bah, n'a aucun contact sur le pays d'arrivée, effectivement, c'est là où tu prends des risques, soit pour ta marchandise, mais également au niveau fiscal. On n'a pas parlé du côté fiscal, mais souvent, c'est le transitaire aussi qui va faire le dédouanement en ton nom. Donc, si les papiers sont mal faits, à un moment donné, Bercy va venir frapper à ta porte. Et puis là, on est en train de faire l'émission au mois de mars 2021. Dans quelques mois, on a le pacte fiscal qui va être complètement modifié. Il n'y a plus de tolérance avec la TVA. C'est toute marchandise importée doit être taxée dès le premier euro. Donc tout ça va faire que la règle du jeu va changer. Donc un mauvais transitaire, ça sera la fin du game pour beaucoup d'entre vous. Ouais, ou des transitaires qui jouent sur, le régime 42, je déclare pas la TVA tout de suite, je la déclarerai plus tard et puis elle est jamais déclarée. Enfin, il y a énormément de mécanismes, ouais, de de mécanismes, on va dire, qui vont arrêter de fonctionner ou, voilà, et sur lequel il faudra pas jouer. Il fallait pas jouer avant, mais voilà, ce sera vraiment pas une bonne idée, pour la suite. Donc ouais, encore une fois, d'une manière générale, trouver quelqu'un de sérieux et faire les choses bien, c'est la meilleure façon, pour que tout se passe bien, quoi. Alors sur quoi? OK, ouais, je vais faire la transition parce que là j'ai encore buggé, mais je vais partir sur, 2020 et ce qui a changé. Alors on a vu donc les 9, étapes et bon, tu avais, sorti une vidéo YouTube, je la mettrai en description parce que qui reprend ces étapes et il y a certainement plus d'informations, de choses, attends, je vais repartir parce que bref. OK, alors on est passé au travers de ces 9 étapes. Tu as sorti récemment une vidéo YouTube donc qui parle de ces 9 étapes, donc je mettrai le lien en description plus pour que les gens qui nous écoutent, bah, puissent savoir, de nouveau les 9 étapes et puis, plus d'infos. Maintenant j'aimerais parler, bah, de ce que 2020 a changé, dans la vie des vendeurs Amazon et des humains en général. Donc la chaîne logistique clairement est vraiment bouleversée. On a vu, bon, non seulement les confinements, mais maintenant on voit, tous les problèmes qu'il y a au niveau des ports, énormément de bateaux qui arrivent pas à décharger. Enfin, on a des délais qui explosent. Hem, du coup, l'explosion des prix. Hem, quel genre d'augmentation, de délai, toi, tu as pu voir? Comment est-ce que tu analyses la situation? Est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va revenir à la normale? Enfin, comment est-ce que tu vois toute la situation et les tensions au niveau logistique qu'on voit actuellement? Alors, au niveau du shipping pur et dur, il y a encore 48 heures, je t'aurais dit que ça allait plutôt dans le bon sens, que tout allait diminuer. Donc, pour répondre à ta question dès le début, en fait, les augmentations, elles ont été mais complètement délirantes et essentiellement sur l'Europe. Hein. C'est l'Europe qui a été le plus touchée par alors le gros du problème, ça a été la pénurie de containers. Pour donner un ordre d'idée, les plus petits containers qui font 20 pieds, les importer en France à peu près à côté de Shanghai jusqu'à côté de Lyon me revenait à 2500 € à peu près, hors TVA. Hein. Le même container aujourd'hui coûte entre 6 et 7 000 €. Bon, ce prix-là est en train de diminuer tranquillement. Je disais qu'il y a encore 48 heures, c'est le discours que je t'aurais tenu. Là, les infos montrent un porte-container qui est en travers dans le canal de Suez, qui est le principal point d'accès vers l'Europe. Donc, est-ce que ça va nous ralentir cette diminution de coûts? Est-ce que ça va la faire re-exploser? Très difficile de le savoir. J'ai tendance à penser que jusqu'au mois de juin, on va avoir du mal à retrouver des tarifs
peu cohérent. Une certitude que j'ai, on verra si j'ai raison ou non, je pense qu'on ne retrouvera jamais les tarifs aussi bas qu'on a trouvé avant pandémie, où on pouvait avoir des containers qui valaient rien à moins de 1500 $, on pouvait avoir des containers qui traversaient le monde. Je pense qu'aujourd'hui c'est terminé. Beaucoup de transitaires ont fermé aussi, des petits. Il y a eu des gros mouvements au niveau des acteurs. Donc tout ça, on va voir fin 2021 et ça sera plus, à mon avis, sur 2022 que ça va nous impacter, tous ces problèmes-là. Et puis du fait qu'il y ait des problèmes de logistique, forcément, ça va entraîner aussi des problèmes d'approvisionnement en matières premières. On le voit déjà actuellement sur le carton, sur le silicone, sur l'acier, sur toutes les matières rares aussi qu'on va retrouver dans les puces électroniques. Tout ça va impacter évidemment nos marges à un moment donné. Le shipping a impacté nos marges, mais nos fournisseurs vont également sans doute nous impacter au niveau du prix de nos produits, et je pense qu'il faut s'attendre sur fin 2021 et peut-être même une bonne partie de 2022 à avoir une augmentation entre 3 et 10% suivant les produits qu'on achète. Je ne serais pas surpris que ce soit le cas. Ouais, on entend déjà les fournisseurs qui parlent du prix des matières premières qui explose, le shipping explose, donc un conteneur qui valait 2500 €, qui en vaut 5000, bah, c'est 2500 €, soit qu'on sort de notre poche, qu'on retire de notre marge en tant qu'importateur, vendeur Amazon, soit bah, comment est-ce que je reporte ce surcoût sur le client final, puisque voilà, tout importateur maintenant va être confronté à cette question, quoi. Soit j'absorbe en partie ou en totalité, soit voilà, je passe ça au suivant. Dans quelle mesure est-ce que le marché va accepter tout ça? C'est vrai que c'est beaucoup de questions, d'incertitudes. Après, on va dire que la logistique, les matières premières, ça touche tout le monde. Donc, quelque part, tout le monde devrait être impacté plus ou moins de la même façon. Mais c'est vrai que il y a pas mal d'inconnus sur la suite, mais globalement, ouais, je pense que on reviendra pas à la situation d'avant, en tout cas vraiment pas à court terme, et donc il va falloir se préparer. Hem, Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un vendeur Amazon, tu vois, qui aujourd'hui fait de l'import par bateau, tu vois, de conteneurs qui soient complets ou non? Comment est-ce qu'il peut se préparer? Qu'est-ce qui peut changer? Est-ce qu'il faut regarder, je sais pas, regarder le train, regarder autre chose? Comment est-ce que tu conseillerais à un vendeur, voilà, pour se préparer à tous ces changements? Alors, le train peut être une option. Je suis encore un peu en retrait avec le train pour deux raisons. La première, c'est que les travaux ne sont pas terminés. Il faut savoir que c'est la Chine qui finance quasi à elle seule ce qu'on appelle la route de la soie, la nouvelle route de la soie. Donc, je vais peut-être dire une bêtise, mais de tête, je crois que les travaux sont prévus pour se terminer en 2035. Donc, ça nous laisse encore un petit peu de marge. Il y a eu aussi tout le report de l'avion, étant donné qu'une grosse partie du shipping par avion se fait sur ce qu'on appelle les vols commerciaux, donc vols commerciaux, les vols de passagers. Comme il n'y en avait plus avec la pandémie, il y a eu moins de possibilités de transporter par avion, donc beaucoup de gens se sont rabattus sur le train. Et le train a été confronté déjà au fait qu'on ne peut pas démultiplier les trains qui se trouvent sur un même rail, donc il y a un volume réduit. Il y avait des problèmes de personnel aussi, que ce soit au niveau des douanes et au niveau de la logistique pure, c'est-à-dire qu'un train, quand il arrive, il ne se vide pas par magie. Il va falloir décharger les containers, trier les marchandises et les remettre après sur camion pour les envoyer sur destination finale. Tout ça nécessite beaucoup, beaucoup de main-d'œuvre, et la pandémie a fait que cette main-d'œuvre s'est un peu raréfiée et ça a posé beaucoup de problèmes. Et puis on l'a dit aussi tout à l'heure avec les transitaires, il y a aussi beaucoup de transitaires un peu, allez, pour être sympa, je vais les appeler exotiques, qui ont fait un peu n'importe quoi et qui ont surchargé en fait les services de douane en essayant de faire rentrer n'importe quoi, n'importe comment. Donc voilà, le train, je pense qu'à l'avenir sera sans doute une option à envisager. Aujourd'hui, je ne sais pas trop comment le conseiller. Moi, j'aurais tendance à rester prudent avec le train, au moins sur tout 2021. Il y a des choses qui se préparent. Certains gros acteurs, gros transitaires commencent à se rabattre sur le train, alors qu'il y a encore 3-4 mois, ils n'étaient absolument pas compétitifs. Pour donner un ordre d'idée, le train, c'était du 5 fois plus cher par rapport au bateau et 2 fois moins cher par rapport à l'avion.
Avant pandémie, on était à peu près sur une ordre d'idée comme ça. Aujourd'hui, tout est tellement bouleversifié qu'on sait pas trop, on sait plus trop quelle est la valeur des choses. J'ai vu de l'avion moins cher que du bateau, tu vois, pour te dire à quel point on est sur des choses un peu délirantes en ce moment. Le train, je pense que ouais, ça sera sans doute une bonne option à un moment donné. Le bateau restera, quoi qu'il se passe, le meilleur moyen de faire transiter des marchandises de l'autre bout du monde. C'est ce qui coûtera le moins cher, c'est ce qui permet aujourd'hui de transporter un maximum de contenu réparti sur un minimum de place. Les bateaux commencent à devenir aussi de plus en plus écolo, si je peux utiliser le mot, parce que c'est pas complètement vrai, mais ils ont des obligations de pétrole un peu moins soufrées, ils consomment un peu moins, ils cherchent à trouver des moyens de plus courts de façon à économiser du carburant. Enfin voilà, ils essayent quand même de faire des gros efforts. Donc tout ça va s'impacter à un moment donné sur le prix. Donc voilà, à mon sens, le bateau restera de toute façon le meilleur allié de l'importateur, quoi qu'il se passe. Ouais, je suis d'accord avec cette analyse. Bon, je te disais avant l'enregistrement que j'ai fait un test avec le rail, donc c'était à l'été 2020, qui s'est mal passé et qui m'a un peu vacciné. Voilà, c'était avant l'arrivée des vaccins, mais je suis déjà vacciné, donc pour l'instant, je vais effectivement rester sur le bateau. Et moi, ma conclusion, quand je vois en ce moment, bon, on a tous ces problèmes de délai, voilà, parce que les bateaux n'arrivent pas à quai, tout est beaucoup plus long. Bah, ma conclusion et ma préparation, bah, c'est que je passe des commandes plus grosses pour avoir plus de stock, pour tenir plus longtemps, parce voilà, pour essayer de tenir voilà, en termes de volume de vente, enfin, tenir le volume de vente s'il y a des aléas en termes de logistique. Et donc, en ayant plus de stock, ça permet bah, voilà, de pallier à tous les aléas, mais avec, on en parlait aussi avant, toutes ces questions de trésorerie du coup, qui peuvent se poser, puisque bah, voilà, plus on immobilise de l'argent dans du stock parce qu'il transite, au lieu de prendre 4 semaines ou 6 semaines, ça en prend 8, mais il y a tout de suite cet argent, enfin, cet inventaire à financer. Donc, rien n'est parfait, mais ouais, aujourd'hui, je pense qu'il faut se mettre toujours plus de marge de sécurité, autant que faire se peut, parce que voilà, en cas d'incertitude, il faut être prêt. Je pense qu'à l'avenir, ça va impacter aussi le choix des produits. C'est aujourd'hui beaucoup de gens, surtout au niveau des vendeurs Amazon, choisissent du produit un peu basique, à faible marge, souvent d'ailleurs en concurrence directe et frontale avec des vendeurs chinois. Et je pense que finalement, tous ces problèmes logistiques de matières premières vont être un mal pour un bien. Ça va assainir un peu le marché et ça va nous obliger à aller chercher des produits vraiment à forte valeur ajoutée, à forte barrière à l'entrée aussi, et à retravailler complètement différemment nos façons de faire. Je pense que tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la vente sur Amazon, on peut l'oublier. Depuis le 1er janvier dernier, le game a complètement changé, que ce soit au niveau de l'utilisation de la marketplace elle-même, puisqu'Amazon a changé les règles du jeu aussi pas mal et continue à le faire, et l'import, le fret international et le commerce international fait que ça va, voilà, on va plus pouvoir dire la corde à sauter de fitness, c'est le produit top. Ça va falloir le laisser justement aux Chinois qui sont en direct avec les usines et qui seront capables d'avoir des tarifs que nous, on n'aura jamais. Ouais, je te rejoins, un changement de paradigme, donc qui va continuer de changer puisque, comme tu le disais, il y a la révolution TVA, on va dire, au mois de juillet. 1er janvier, il y a aussi eu le Brexit, et donc les entrepôts Amazon UK qui sont plus connectés aux entrepôts continentaux. Donc là aussi, ça veut dire changement, ça veut dire devoir maintenant exporter. Si on importe en France, ça veut dire exporter au Royaume-Uni si on veut pouvoir vendre sur Amazon UK. Donc effectivement, ça rajoute de la complexité, ça rajoute des difficultés. Donc effectivement, il faut un mal pour un bien si on est prêt à faire face à tout ça. Mais effectivement, il y a beaucoup de choses qui changent, ça change vite. Et donc, faut savoir s'adapter, quoi. Ludovic, c'était un plaisir de discuter avec toi de tous ces sujets. Moi, j'aime beaucoup toute la partie achat, développement de produits, sourcing. C'est une drôle de passion, mais on va dire chacun son truc. C'est mon côté un si peu on veut- pervers, ça. C'est ça, peut-être un peu maso, qui sait. Si on veut te contacter, te retrouver, comment ça se passe? Comment on te contacte, on te retrouve?
Alors, toujours sur mon groupe Facebook, c'est celui sur lequel je communique le plus. J'ai la chaîne YouTube sur laquelle j'essaye d'échanger un maximum d'infos, de remettre des choses à jour en fonction de ce qui se passe. Mais voilà, pour vraiment échanger et, en cas de question, le groupe Facebook est aujourd'hui mon meilleur outil. Super. Comme d'hab, je mets les liens en description du podcast. Et puis, il me reste à te remercier, Ludo, pour tout ce que tu as partagé. Je te dis à très bientôt. Merci, toi aussi. Voilà pour la conversation avec Ludovic. Donc, comme je viens de le dire, vous trouverez tous les liens, tout ce dont on a parlé en description du podcast. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin, regardez en description, vous aurez les liens. Une autre chose, pour ne pas rater les futurs épisodes du podcast, pour être tenu au courant des différentes actualités, des choses que je partage en lien avec la vente sur Amazon, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams. Donc ça se passe sur jams.fr, jamz.fr ou même jamz.fr/email. Vous avez un petit formulaire pour rejoindre la newsletter et donc j'envoie pas beaucoup d'emails, en tout cas pas de manière très fréquente, mais j'ai d'excellents taux d'ouverture, donc ça veut dire que ce que j'envoie, ça doit intéresser les gens qui sont sur la newsletter. Donc si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à rejoindre la newsletter Jams. Et une toute dernière chose, si cet épisode vous a aidé, allez en parler à quelqu'un autour de vous, un autre vendeur Amazon, allez le partager sur un groupe en disant que cet épisode vous a aidé, puisque le but, c'est d'échanger, de partager les choses. Et donc, c'est la meilleure façon de faire. C'est pas uniquement moi ou Ludovic qui nous faisons le relais de ce qu'on produit, mais c'est vous aussi, audience, qui apprécie le travail et qui partage ce que l'on fait. Voilà, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt pour un futur épisode. Bye bye.